nous, évidemment. Si des étudiants, à nouveau, des questions à vous poser, qui n'hésitent pas. Je pense que M. Amin Gemaï va rester avec nous, je ne sais pas, le temps au moins 5-10 minutes, au moins. Et si jamais voilà, on a à nouveau des nouvelles questions, en tout cas, il sera là. En tout cas, voilà, il sera présent. Là, si vous le permettez, on va partir avec Fabricio Delage Paganini. Donc, il y a une société qui s'appelle ValorTech. ValorTech, c'est une entreprise qui a la particularité de travailler sur les data agricoles. Et c'était l'occasion pour nous, du coup, d'aborder la question de l'agriculture, qui est un secteur important au Maroc, et évidemment de pouvoir en parler. Fabricio, tu es avec nous? Absolument, bonjour à tous. Bonjour Fabricio. Donc je rappelais, on va en 2 mots rapidement juste dire ce que c'est ValorTech, si tu peux expliquer un peu voilà, ce que tu as l'habitude de faire avec ton entreprise. Ok. Mais merci de nous donner la parole aujourd'hui. C'était très intéressant les précédents propos. Alors nous, ValorTech, on est une boîte de conseil dans les technologies agricoles. On a créé ça il y a maintenant 2 ans et demi en partant d'un postulat de départ en France que les acteurs étaient trop souvent confrontés à des problématiques d'adoption technologique. C'est-à-dire qu'il y avait souvent trop de technologies proposées par un nombre d'acteurs, que ce soit start-up ou autres, qui ne créaient pas suffisamment de valeur sur les marchés. Donc il y avait un problème entre l'offre et la demande. Et il y avait donc un besoin d'essayer de simplifier en fait la compréhension de ces technologies sur le marché. Donc, on a créé ce cabinet conseil. Et puis rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai sujet sur le marché, c'était de gérer, en tout cas dans le milieu agricole, les échanges de données agricoles. Alors d'une part, pour gérer les flux entrants sur l'exploitation agricole, issus de tout un tas d'outils, de logiciels, de capteurs, de machines qui remontaient des données en temps réel. Et le but, c'était de pouvoir valoriser ces données-là de façon à pouvoir faire prendre conscience à l'agriculteur que, bien sûr, il produisait des aliments, mais il produisait aussi des données qu'il fallait donc capter, organiser, Alors, structurer, valoriser. Voilà. alors justement, donc, je répète, donc, tu es installé donc, à Paris, mais tu es installé à Casablanca Ah également. ouais, c'est ça. Je sais que tu as Ouais. été aussi en Ukraine à un moment, donc voilà. C'est ça. En fait, on est installé entre la France, l'Ukraine et le Maroc. Moi, j'habite au Maroc depuis 1 an. Là, je suis revenu pour le confinement ici qui s'est terminé à Paris récemment. Puis je reviendrai au Maroc dès que les conditions le permettront. Donc, ouais, ça fait 1 an que j'essaie de sensibiliser les acteurs agricoles marocains aux enjeux de l'agtech. Donc, l'agtech, c'est tout ce qui est technologie agricole et aux enjeux de data management agricole, voilà, avec les gros agrobusiness Alors, qui sont alors, souvent plus sensibles. Ouais. justement, on va en parler justement de l'agriculture marocaine parce que, enfin, si on a choisi d'aborder le thème, en tout cas, c'est parce que l'agriculture au Maroc, ça pèse 14% du PIB. Donc, c'est un sujet qui est très important pour le Maroc. Tout d'abord, simple question, est-ce que le secteur a bien résisté à la crise? Alors, première réponse, oui, il a bien résisté à la crise. On l'a vu que ça a été l'un des marchés qui a été le moins dépendant aux aléas en fait autour des approvisionnements notamment, mis à part certains secteurs agricoles, notamment le secteur du maraîchage, voilà, qui a dû subir un peu les non intérêts économiques européens là-dessus. Par contre, ce qui a été clairement identifié, c'est que cette mondialisation effrénée pour aller acheter à l'autre bout du monde est bien à ses limites. Donc, il y a eu de la part du secteur agricole marocain une vraie capacité à pouvoir réallouer les productions locales. Donc, il y a des vrais sujets sur les systèmes de production à mettre en place, donc moins hydrivores, moins dépendants des changements climatiques. Donc, ça, c'était l'une des premières résultantes de cette crise. Et puis, comme on l'a évoqué tout à l'heure, de pouvoir avoir une capacité à réconcilier l'entreprise et la société. Et ça, je pense que ça fait partie des véritables enjeux de cette nouvelle, on va dire, phase de la mondialisation, à savoir comment mettre en place des règles de marché entre les partenaires internationaux, notamment agroalimentairement parlant, entre l'Europe et l'Afrique et le Maroc pour lutter contre souvent soit des pratiques commerciales qui sont, alors on pourrait dire déloyales ou en tout cas pas bien mises en valeur, et puis surtout de travailler sur le respect de certaines règles, notamment environnementales, autour de la traçabilité des productions agricoles, qui est l'un des points, au-delà des droits de douane, c'est vraiment travailler sur la valorisation des productions agricoles en travaillant sur tout ce qui est la traçabilité de ces productions entre l'Europe et le Maroc, parce que demain, c'est ce qui garantira des accords commerciaux tangibles et durables. Alors, justement, on va venir à cette partie. Je veux juste qu'on explique bien à nos élèves ingénieurs que derrière Oui, l'agriculture, il y a aussi donc de la data.
Donc, c'est très important qu'il y a aussi de l'ingénierie parce qu'il y a énormément de… Enfin, l'agriculture ne marche pas tout seul, il y a aussi énormément de choses. Voilà, ça, c'est très important et c'est pour ça qu'on a voulu les sensibiliser à cette question. Juste par rapport, quand je disais tout à l'heure que c'était 14%, je précise que, en fait, ça varie beaucoup. Ça va de 11% à 18%. Il y a des très grands changements dans ce que représente l'agriculture au Maroc. Et c'est dû à une raison, et tu peux nous l'expliquer tout simplement, c'est par rapport au problème hydrique. Est-ce que tu peux expliquer où est le Oui. problème à ce niveau-là? Bien sûr, aujourd'hui, bah, les terres agricoles sont souvent très dégradées, peu fertiles. Alors, il y a plein de raisons, la salinité des terres, l'érosion, la déminéralisation. Donc, c'est des terres, malheureusement, qu'il faut alors soit traiter de façon, en utilisant des engrais chimiques, de façon à pouvoir attraper des rendements plus conséquents, soit en essayant de mettre en place des nouvelles pratiques plus agroécologiques. Donc, qui vont consister à ramener de la matière organique de façon à avoir un sol et une biodiversité plus importante et donc de retrouver une fertilité des sols importante. Le sujet, c'est qu'au Maroc, souvent, on a privilégié des productions, donc des filiales qui sont très hydrivores, donc qui demandent beaucoup de consommation d'eau. Alors, il y en a plein d'exemples, hein, la pastèque, Azagora, le melon. Bon, il y a plein de filières qui aujourd'hui, pour moi, n'ont plus sa place dans les productions au Maroc, qui devraient plutôt laisser la place à des cultures moins hydrivores. Alors, il y en a plein, hein. Il y a en Afrique, c'est très développé, le quinoa par exemple, qui en termes d'apport protéiné, de fibres est très intéressant et on peut le travailler sur des sols qui sont peu fertiles. Ou un autre exemple qui est intéressant, c'est le fonio, ou aller sur des productions type, alors il y a plein de sujets, les plantes médicinales, les fruits secs, les plantes aromatiques. Il y a tout un tas de gammes de filières aujourd'hui sur lesquelles le Maroc pourrait être fort demain en termes de production. Voilà, un exemple tout bête, ça peut être demain, au lieu d'avoir de la semoule de blé, bah, peut-être que demain, il y aura de la semoule de fonio avec du sans gluten. Voilà, des nouvelles façons de penser la consommation des urbains et des non-urbains autour de nouvelles pratiques agricoles et de nouvelles cultures. Donc, diminuer donc, notre pression hydrique, parce que le Maroc est en Mm. pression hydrique depuis un certain moment, mais Oui, c'est également aussi faire attention à la manière dont on cultive. Et c'est là où, quelque part, tu interviens aussi, puisque les datas, à ce moment-là, c'est là où ça devient important. Justement, absolument. alors, comment on gère ces datas? C'est quoi ces datas? Parce qu'on, enfin, pour quelqu'un qui ne comprend pas grand-chose, voilà, c'est important d'avoir. Et je répète à nos étudiants qu'ils ont la possibilité de poser des questions, n'hésitez pas. Voilà, sur le QR évidemment du Zoom et également sur le site, puisqu'on est en Facebook Live en même temps sur le courrier d'Atlas. Voilà. Excuse-moi, donc je te laisse répondre à cette question. Non, en deux mots, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on s'est spécialisé dans la valorisation des données agricoles. Alors, ce que je disais, c'est que sur l'exploitation agricole, il y a plein de données qui circulent, des données climat, des données sol, des données dynamique végétative, des données rendement, des données comptables. Bon, il y a tout un tas de données qu'il faut organiser et c'est ce que nous, on fait. Nous, on essaie de comprendre comment l'agriculteur, en fait, il va pouvoir travailler ces données et surtout les valoriser. Donc, de façon très simple, l'agriculteur, il doit comprendre trois choses. Il a des données agronomiques, donc c'est tout ce qui est lié aux cartes de fertilité. Alors ça peut être le niveau de pH du sol, les niveaux d'humectation foliaire, tout un tas de données liées à l'agronomie. Des données économiques, donc ça c'est ce que j'évoquais avec les données comptables, les données fournisseurs, les données clients, et puis les données environnementales, les données de température, les données pluviométriques ou autres. Donc toutes ces données-là, il faut les organiser. Déjà, il faut les capter, parce que c'est le sujet au Maroc. Il y a souvent un problème sur la captation des données parce qu'il y a un manque d'outils et de technologies pour capter ces données-là. Alors, ça peut être des capteurs de rendement, ou ça peut être des stations météo, ou ça peut être tout simplement un simple logiciel de gestion d'exploitation. Donc, une fois qu'on a capté ces données-là, il va falloir comprendre comment on va pouvoir les corréler en temps réel, pouvoir interpréter des niveaux. Alors, ça peut être le bilan hydrique, le bilan carbone, l'optimisation du rendement, en travaillant sur la corrélation de ces différentes données. Et une fois qu'on a corrélé les bonnes données entre elles, on va pouvoir estimer, en fait, prédire un pilotage de l'irrigation optimisé. Donc, on va aller améliorer la rentabilité, on va réduire les charges de production, on va gérer toutes ces données en fait à terme aussi pour le consommateur, parce que le consommateur, alors c'est très développé en Europe, mais ils ont tous leurs applications type Yuka qui permettent de scanner un produit dans un supermarché, dans un rayon avec le QR code ou autre, et donc d'avoir des informations sur la En qualité quoi du ça va être produit. intéressant Oui, justement pour j'allais dire pour les Marocains de se oui. mettre à la data? En quoi justement les Oui. ingénieurs marocains peuvent aider également sur cette question-là, Mm. c'est-à-dire comment on Mm. peut faire en sorte que ces data ne soient pas juste
un ensemble de choses qu'on n'arrive pas à maîtriser finalement. En fait, le sujet, c'est le respect de l'environnement. En fait, il faut lier aujourd'hui écologie et production dans le modèle économique. C'est que trop souvent, on a oublié, on a délaissé. Enfin, ça remonte à post-Seconde Guerre mondiale. On a produit pour produire. Et aujourd'hui, dans un modèle de résilience où il va falloir qu'on arrive à être beaucoup plus durable. Et ça demande de pouvoir travailler sur la bonne gestion de l'eau, parce qu'on en a parlé, l'eau est une ressource très rare, d'autant plus dans les pays comme le Maroc. Il faut mettre en place les bonnes pratiques phytosanitaires, donc il faut mettre en place les bonnes certifications des cahiers des charges et des productions agricoles. Et donc ça demande l'accès à des données. Un exemple tout bête, je ne sais pas, le bio au Maroc, aujourd'hui, qui est relativement faible, si on veut aller demain vers des certifications des filières bio, il va falloir travailler bien sur des cahiers des charges. Les cahiers des charges, ça veut dire, tiens, vous avez 1 hectare de parcelles agricoles, et sur ces 1 hectare de parcelles, vous avez bien respecté tout un tas de règles, de points de contrôle qui vous permettent d'accéder à cette certification bio. Donc, en fait, demain, si on veut, la réponse, ça va être demain, si on veut aller vers un meilleur respect de la biodiversité et de l'environnement, il va falloir respecter des cahiers des charges qui vont demander l'accès à des données. Et ces données-là, alors il y en a plein, ça peut être les données, je sais pas moi, les résidus de pesticides, le sans glyphosate, le sans OGM. Demain, une exploitation qui traduira un bon bilan hydrique et un bon bilan carbone, qui pourra attester en fait que c'est un acteur du changement, donc qui préserve l'environnement. En quoi les ingénieurs du coup peuvent aider alors, du coup, ils peuvent traiter ces questions-là, faire travailler l'intelligence artificielle. Oui, il y a plein de métiers demain en fait qui seront liés à ça. Il y a le besoin on en parlait tout à l'heure, le besoin de mettre en place une souveraineté numérique dans le monde de la data, parce qu'aujourd'hui, soit vous avez des acteurs américains, soit chinois, mais demain l'Europe ou le Maroc ou l'Afrique vont devoir créer leurs propres outils technologiques pour être moins dépendants de ces acteurs que je viens de citer, et surtout de récupérer des parts de marché. Et ça, c'est très important dans un contexte de relocalisation industrielle des productions à forte valeur ajoutée comme l'agro-business. Donc, on en parlait, le développement des clusters locaux, régionaux. Donc, il faut absolument former les nouveaux ingénieurs à toutes les méthodes d'intelligence artificielle, de data management, de valorisation des données agricoles. Alors, il y a plein de sujets, la sémantique du langage, les unités de mesure, les référentiels communs. Bon, il y avait beaucoup de sujets autour de la standardisation des API qui aussi sont liés à ça, mais surtout voir naître des métiers où, on l'a évoqué, hein, les plateformes digitales de traçabilité, de data management, les marketplaces d'API, les bourses de données, les applications de consommateurs sont d'autant d'opportunités de former les ingénieurs à ces sujets. Alors, je répète donc aux étudiants qui peuvent poser leurs questions donc, sur le domaine agricole, en tout cas que tu es prêt à y répondre si besoin. Ma dernière question, elle va concerner l'usine, enfin l'agro-business, parce que quand on pense à l'agriculture, il n'y a pas que l'agriculteur, il y a aussi tout ce qu'il y a derrière. Est-ce que le Maroc est bien pourvu en agro-business? Est-ce qu'on est bon dans la transformation, dans tout ce qui est autour? Bien sûr, aujourd'hui, il y a une vraie logique de performance économique et environnementale, hein, quand je change avec certains agro-business, voilà, comme les domaines agricoles ou d'autres, pour ne pas les citer, mais il y a vraiment des cellules d'innovation qui sont en train de se créer. Tout l'enjeu, en fait, c'est de pouvoir tester ces solutions-là, de pouvoir, entre guillemets, fail fast, donc test and learn, dans cette logique de tester les technologies, de les adapter au contexte marocain, surtout sur le pilotage de l'irrigation, de la fertilisation. Ça, c'est les véritables enjeux. Alors, il y a tout ce qui est détection des maladies des plantes, des résidus de pesticides aussi qui font sens, mais surtout, voilà, travailler avec ces gros agro-business qui ont cette capacité à mettre en place des cellules d'innovation pour tester ces technologies. Le sujet, c'est la conduite du changement. C'est qu'à terme, les responsables de BU, de business unit, les chefs de culture, les techniciens de culture et autres vont devoir aussi être formés à ces technologies et ne pas voir une menace avec le digital. Au contraire, c'est un outil nouveau pour eux, ça ne va pas les remplacer. Donc, il y a aussi tout ce travail d'éducation, on peut appeler ça comme ça, autour des outils, de façon à faciliter et accélérer l'adoption de ces technologies au sein de ces acteurs-là. Mais je pense qu'on est à un moment où l'accélération du digital dans le monde agricole et chez les agrobusiness va se faire. Donc, je vois ça comme une opportunité et j'espère pouvoir aussi tester nos solutions prochainement pour vous montrer que c'est bien le cas et que ce n'est pas juste utopique de penser comme ça. Alors, ce n'est pas qu'un gadget, hein. Il faut bien répéter, ce n'est pas qu'un gadget, parce que demain, ce que tu es en train de nous dire, c'est que l'agriculture marocaine va être obligée et confrontée à des normes. Et ces normes-là, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi les normes vont être importantes, notamment pour un pays comme le Maroc, qui base énormément son agriculture sur l'exportation?
forcément, ça aura des conséquences. Bien sûr. Bah, tout à l'heure, je parlais des relocalisations de production moins hydrivores. Bah, demain, si vous commencez à faire du bio et que vous voulez l'internationaliser, pardon, va falloir respecter certaines normes standards internationaux, internationales, certaines certifications en vigueur dans certains pays. Je ne sais pas, moi, demain, si l'Europe considère qu'il y a certaines normes sanitaires qu'il va falloir upgrader avec le Maroc, bah, les producteurs marocains vont devoir s'upgrader à ces règles européennes et vice-versa. Si demain, des Européens, par exemple, je ne sais pas moi, dans le blé dur, vont souhaiter poursuivre les collaborations au Maroc, ils vont devoir respecter les règles sanitaires marocaines. Donc, en fait, il y a vraiment un travail à faire avec les autorités alors comme l'ANSA ou Morocco Foodex, qui sont liées à toute la normalisation autour de l'exportation des denrées alimentaires, donc de travailler sur ce volet data. Et je pense qu'aujourd'hui, le principal enjeu, c'est de savoir comment on va accompagner le financement de ces solutions et de ces technologies au Maroc de façon à subventionner une partie de ces outils-là et demain de pouvoir, comme on peut l'avoir en Europe avec la PAC, la politique agricole commune, avoir la capacité de pouvoir driver en fait l'adoption des agriculteurs. Parce que sans eux, et ça je ne l'ai pas suffisamment souligné là dans l'intervention, les agriculteurs devront contrôler le flux de données et sécuriser cet échange de données. Donc, il va falloir garantir un échange de données sécurisé entre les acheteurs de données, on peut les appeler comme ça, et les vendeurs de données que pourront être demain les agriculteurs. Mais dans un premier temps, déjà, c'est de capter la donnée, de l'organiser et de pouvoir la valoriser alors, pour l'exploitation agricole, pour le rendement agricole, mais pour le consommateur. Et donc ça demande un cadre, une gouvernance des données qu'il va falloir mettre en place dans le cadre du nouveau plan Génération Green 2020-2030 qui viendra prochainement donner suite au premier plan Maroc Vert. Justement, le Maroc, il a pris conscience de tout ça, de l'importance de cette agriculture, en tout cas variée, Bah, diversifiée, bio. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place? Et puis surtout, voilà, est-ce que demain, après-demain, comment on peut faire en sorte que ce secteur, qui est un secteur important, je le répète, 14% du PIB, c'est pas rien. non. Donc, comment on peut faire en sorte que ce secteur aille mieux demain? Enfin, en Bah, tout cas, continue à être là. c'est tout l'enjeu. On évoquait tout à l'heure le rôle des clusters régionaux. Aujourd'hui, il y a un vrai besoin. 70% des agriculteurs au Maroc, c'est moins de 5 hectares. Donc, soit on travaille avec les 30% des plus gros, soit on travaille avec les 70%, soit on essaie de travailler avec les deux. Donc, on doit faire des choix aussi par rapport à cette digitalisation de l'agriculture. Mais comme je l'ai dit, je suis convaincu que le Maroc a tout intérêt à rentrer dans de la conversion au bio, à relocaliser en fait certaines de ses productions pour être moins dépendant des acteurs sur les marchés internationaux et surtout de mettre en place des pratiques durables, sans OGM, sans pesticides, sans glyphosate, des choses qui sont déjà qui ont débuté maintenant il y a quelques temps et qui vont devoir s'intensifier. Donc, je pense que le véritable enjeu, c'est de mettre en place des cahiers des charges et des pratiques culturales respectueuses de l'environnement et de la biodiversité et surtout économiquement viables parce que sans business model, on peut avoir les meilleures idées du monde si on n'arrive pas à confronter un niveau de demande à un niveau d'offre, on ne peut malheureusement pas créer un modèle économique. Donc ça, c'est l'un des points sur lesquels il faut travailler, la performance économique et la performance environnementale des exploitations agricoles. En tout cas, on te remercie énormément, Fabricio Delage Paganini. Donc, je rappelle que tu es directeur de Valeur Tech, Ouais. donc qui travaille dans la data agricole. Je répète que si des étudiants veulent poser des questions, tu vas rester encore avec nous 5 minutes si c'est possible. Voilà, s'il y a des questions, du coup, je te les poserai. Et on va passer à notre intervenant suivant, Mohamed Ouadoudi. Donc, il travaille, lui, dans le offshoring. Mohamed Ouadoudi, est-ce que vous êtes avec nous?